Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article qui a été édité dans Cerveau et Psycho du mois de septembre. Là c'est pour l'édition numérique, donc on l'a un petit peu en avance, et ça se nomme Le manchot et la crise du langage. C'est un article qui est payant, donc je vais passer certains passages, histoire de respecter le travail de Simon Maquin, et en l'occurrence que les personnes qui sont intéressées puissent acheter le journal ou s'abonner. En gros, je vous lis l'entête. Crise majeure dans le langage. Des études expérimentales montrent que les gens sont en désaccord sur la signification d'une multitude de mots, un degré bien supérieur à ce qu'on pouvait imaginer. De sorte que lorsque nous croyons communiquer sur les manchots, la transsexualité ou le réchauffement climatique, nous ne parlons rarement de la même chose. Bon, on le sait très bien, et ça pour nous accompagnants, et dans notre quotidien, mais dans notre métier d'écoute, on sait que les personnes viennent avec des modèles de langage. La carte n'est pas le territoire, on le sait bien. On sait que le signifiant et le signifié sont parfois pas les mêmes choses. En gros, la linguistique est assez complexe. Et pour faire plus simple, quand quelqu'un pense un concept dans un mot, une autre personne peut en penser un autre. Nous, on prend le temps pour se dire, ok, mais ça, tu veux dire quoi par parent, par ami, par amour, par haine, par faim, par plein de choses. Parce que chacun va le traduire à sa façon, et on sait qu'à partir de là, ça devient compliqué, parce que si on est parti sur une idée, encore plus en hypnose, si on part sur une suggestion avec un mot qui a été utilisé en ayant l'idée que ce mot-là a tel impact, parce que tel sens pour la personne, alors que c'est pas du tout le cas, ça devient un peu compliqué pour la suggestion. En gros, dans le début de l'article, il dit, si on est en brouille avec quelqu'un, il est possible que ce soit lié au fait qu'on n'ait pas la même définition. Il prend l'exemple du manchot. De là à dire que nous avons chacun notre propre définition du mot manchot, il n'y a qu'un pas que ces études en psychologie ont bel et bien franchi. Donc, nous devons ces résultats à l'enquête très sérieuse qu'ont mené les chercheurs de Berkeley. Celui-ci ont montré que même le nom le plus simple est susceptible d'évoquer des dizaines de représentations différentes dans l'esprit de chacun. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. On ne sait pas vraiment ce que la personne pense au travers d'un mot, et dans des conversations où il y en a plein, et des mots basiques, on pourrait complètement comprendre quelque chose de différent de ce que voulait émettre le partenaire. Et en PNL, avec toutes les critiques non scientifiques qu'on peut avoir dessus, les métamodèles étaient assez intéressants, parce que c'est du questionnement sur omission, généralisation, distorsion. Et ces questions-là, dans les métamodèles, justement, est pour but de faire émerger ce qu'il y avait en langage profond, en signification profonde, par rapport au langage extérieur, au sens externe qui va être proposé. J'utilise un mot qui va être la synthèse d'un ensemble de pensées que j'ai à l'intérieur de moi, et au bout du compte, je vais peut-être le sortir comme ça, la personne va le comprendre lui avec ses propres références, mais ce mot, si je l'ai choisi, c'est que il y a certainement une histoire que je connais pas, et c'est ça qu'on va interroger et questionner. Pour ne rien arranger, les chercheurs ont constaté que les gens n'ont généralement pas conscience de ces différentes représentations et croient que la majorité de leurs semblables partagent la même conception qu'eux. Donc on se retrouve vraiment dans des grosses problématiques à ce niveau-là, parce que on pense qu'on parle de la même chose alors qu'en fait on ne parle pas de la même chose. En quoi c'est important? Déterminer dans quelle mesure nous partageons ou non la représentation de nos semblables est un sujet qui occupe depuis longtemps les philosophes, etc., notamment autour des mots abstraits et à forte connotation comme connaissance et équité. Ah ouais, imaginez, plus on parle de discours qui peuvent se politiser, qui ont une orientation pour diriger les idées, les pensées, pour faire des espèces de leitmotiv que les gens peuvent répéter, si on n'a pas tous la même définition du mot ou du concept qui est utilisé, et ça devient compliqué. Ouais, j'ai voté pour cette personne, je pensais qu'il allait faire ça. Oui, mais il a dit ça. Bah oui, mais justement, il a dit ça parce que c'est pas le sens du mot que t'as compris. Ah merde, c'est peut-être un problème. Et imaginez, dans les directions, dans plein de choses qu'on fait, dans les interactions qu'on a au quotidien. La structure interne des concepts. Des pistes sérieuses existaient pourtant déjà. En 84, une célèbre étude montra que les concepts que les jeunes enfants mettent derrière les mots sont généralement faits d'un ensemble de propriétés ou de caractéristiques observables.
Prenons par exemple le mot oncle. Pour un enfant de 4 ans, un oncle est quelqu'un qui vous offre des cadeaux à Noël et qui est un copain de vos parents. Blabla. Pour un enfant de 8 ans, un oncle est le frère d'un de ses parents. Il est passé d'une compréhension basée sur les caractéristiques directement observables dans leur environnement à une compréhension plus profonde, plus relationnelle. Cette compréhension plus poussée qui évolue au fur et à mesure que les enfants interagissent avec le monde extérieur, etc. Et on pourrait même aller plus loin avec le côté oncle. On sait que la culture, notamment en Afrique de l'Ouest, donc les pays d'Afrique de l'Ouest, vont souvent utiliser le mot tonton comme un ami, comme quelqu'un de proche, pour une proximité. Pour les personnes plus âgées, tu respectes, c'est ton tonton, etc. etc. Donc là encore, les sens vont changer. Et là, on est dans des cultures possiblement similaires, mais dès qu'on va commencer à avoir des cultures différentes, le mot va encore prendre d'autres connotations, d'autres sens. Et si on ne sait pas ce que la personne veut dire, ça va être hyper compliqué. Et pourtant, la plupart du temps, les gens ne se posent pas cette question-là. C'est beau ce type d'article-là, alors d'autant plus, pour ceux qui me connaissent un peu, moi j'adore essayer de capter le sens des mots, et là on se rend compte que même si tu captes le sens d'un mot, même si tu vas à l'étymologie, si tu vas sur ton signe CNDRL et tu dis ouais c'est ça à la base, personne en fait l'utilise de cette façon-là, ou c'est devenu obsolète, ou on ne sait pas l'étymologie, donc ça devient problématique. On n'utilise pas avec l'étymologie de base. Dès lors, au lieu de chercher à définir des concepts, Kidd et son équipe ont contourné le problème et tenté de cerner en quoi il différait d'une personne à une autre pour un même mot. Dans une première expérience, ils ont demandé à près de 1800 participants de former des jugements de similarité. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un manchot, un pinson, un dauphin? Puis ils leur ont demandé d'évaluer certaines caractéristiques du manchot. Par exemple, un manchot est-il bruyant? Enfin, ils ont employé des méthodes mathématiques de regroupement pour estimer le nombre de représentations distinctes dans un échantillon de participants pour finalement étendre cette estimation en population générale. Et la surprise, les résultats de l'équipe suggèrent qu'il existe au moins 10 à 30 variantes quantifiables de représentation, même pour des noms aussi communs que le mot manchot. Donc vous imaginez, sur les concepts plus complexes, sur les néologismes, sur les concepts qui ont 10, 15, 20 ans, même si aujourd'hui on les met dans le Larousse parce que tout le monde l'utilise, on l'utilise chacun par rapport à ses groupes, par rapport à ses connaissances, par rapport à son rapport générationnel. Donc ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et il y a des mots ça va être péjoratif pour certains, pour d'autres ça va être positif, etc., etc. Donc les discussions après sont de plus en plus complexes. Donc les animaux, les chercheurs ont testé certains noms d'hommes politiques comme Bush et Biden et ont constaté que la représentation des participants différait encore bien sur ce point. Ces résultats confirment, données réelles à l'appui, ce que nous étions nombreux à envisager depuis un certain temps. Blabla. Communiquer thématiquement. Bien sûr, les auteurs de l'étude s'attendaient à ce que les représentations d'un politique varient considérablement pour des raisons évidentes liées à l'opinion, mais pas celle des animaux. Et c'est vrai, on pourrait se dire, tiens, ok, quand on parle d'une personne, c'est ton opinion politique, idéologique, qui peut avoir un lien dessus, mais sur un animal, t'en as pas forcément. Et pourtant, t'en as. T'as quand même du jugement. Deux personnes choisies au hasard et la même représentation d'un manchot est d'environ 12%. Vous imaginez? C'est très très peu. Pour la psychologue de son équipe, les différences conceptuelles autour des mots simples sont si courantes qu'elles jouent probablement un rôle fondamental dans notre façon de penser. Pour autant, l'étude ne montre pas que nos représentations sont radicalement différentes, mais simplement qu'elles sont moins convergentes. C'est intéressant comme concept. Comprendre nos désaccords, dans l'étude, les chercheurs ont également demandé aux participants d'estimer quelle proportion des personnes partageaient leur avis et des similarités environ 2 tiers. Ok, bon, voilà, après il y a tout un laïus. Voilà, je vais... Son conseil, en avoir le cœur net, des questions comme voulez-vous dire quoi par là peuvent largement contribuer à éviter la situation qui dérape. Et c'est exactement ça, poser des questions pertinentes pour vouloir comprendre, et pas simplement, comme je vous avais dit il y a quelques vidéos, la question pour de la question. Pour vraiment comprendre ce que la personne veut dire, dans son sens, dans son histoire, et dans tout ce que ce mot représente à cet instant T pour cette personne-là. Hyper intéressant, je vous mettrai la référence, comme je vous dis, c'est un article payant. Donc si vous avez servi psycho, tant mieux, sinon j'espère que ça vous aura apporté du bon. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.